Bonjour. Merci de nous rejoindre ici au Havre. Expliquez-nous, qu'est-ce que ça veut dire au juste criticité? Alors tout d'abord, excusez-moi de ma présence en distanciel, ce qui est un petit peu, ce qui est un oxymore. Alors qu'est-ce que la criticité? La criticité, c'est une notion qui recouvre l'ensemble des risques qui sont liés à la production, à l'utilisation ou à la gestion de fin de vie d'une matière première. Et ces risques, ils sont nombreux, avec notamment le risque géologique. Ah, on va se poser la question de savoir si on a assez de matières premières dans le sous-sol, avec le risque géopolitique. Là, on va plutôt s'interroger sur la concentration de la production, sur la concentration des réserves dans certains pays. Si vous prenez par exemple le cas assez emblématique des terres rares, la Chine produit à l'heure actuelle, en 2021, 60% de ces terres rares. On peut avoir aussi un risque économique qui va être lié notamment à la possibilité de certains pays de réaliser des embargos ou de manipuler les marchés. On va avoir des risques qui sont liés à la production en elle-même, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir assez de financement et d'investissement dans le sous-sol et dans les capacités de production, hein. Je vous prends juste un exemple, hein, pour construire une mine à l'heure actuelle, enfin pour exploiter une mine, il faut environ 7 ans, hein, c'est-à-dire que la demande de 2030, elle se prépare dès maintenant. Et puis, dernier risque, on a un risque qu'on va qualifier d'environnemental et de social, tout simplement parce que la mine, hein, ça représente aussi des émissions de polluants, c'est aussi des conséquences sanitaires, c'est la destruction de paysages, ça peut être aussi du travail des enfants dans certains cas, notamment dans le cas assez emblématique également du cobalt. Et comme j'aime à dire, une mine, c'est pas simplement un trou dans lequel on va aller chercher des matières premières, c'est généralement une surface qui représente 50 km autour de la mine, dans lequel on va artificialiser les sols, dans lequel on va être obligé de construire des habitations, faire venir de l'énergie. Et donc, bah, cet ensemble de risques va donner en fait ce concept de criticité. Et alors, ce qui est intéressant dans ce concept, c'est que la notion, elle va varier un tout petit peu selon l'échelle géographique que l'on va retenir, hein. Certains matériaux, ils vont être considérés comme critiques aux États-Unis, mais ils vont pas être considérés comme critiques dans l'Union européenne parce que tout simplement, on n'utilise pas forcément tous les mêmes technologies. Cette criticité, c'est aussi un concept qui est un petit peu temporel. Je vous prends l'exemple, hein, la bauxite, le lithium, le strontium ou le titane, ce sont des matériaux qui n'étaient pas dans la liste de criticité de l'Union européenne, mais qui sont apparus en 2020. Et puis, au final, on a envie de dire que la criticité, c'est un petit peu ça va dépendre des intérêts économiques, ça va dépendre des intérêts commerciaux, des intérêts technologiques, des intérêts financiers d'un pays en particulier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une liste de matériaux critiques dans l'Union européenne, hein, qui a été élaborée par la Commission. Vous avez une trentaine de matériaux qui sont critiques. Il y en a 50 aux États-Unis. Et si vous regardez un pays comme la Chine, parce qu'à mon sens, c'est un pays dont je vais parler bien évidemment un tout petit peu plus tard, mais en Chine, par exemple, il n'y a pas de liste unique de criticité, mais par contre, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont une liste de matériaux qu'on appelle les matériaux avantageux. Et eux, la Chine considère que la disponibilité en grande quantité dans son sous-sol de certaines matières premières lui confère un pouvoir de marché considérable à l'international. Et donc, dans cette liste de métaux qu'on considère comme avantageux, vous allez avoir les terres rares, vous allez avoir le graphite, le germanium, la fluorine, tout un ensemble de métaux qui vont rentrer dans les technologies bas carbone. Donc, du coup, il y a des listes différentes selon les régions dans le monde. En Europe, quels métaux est-ce qu'on compte parmi ces métaux qui sont concernés par une criticité? Alors, en Europe, on en a une trentaine.
Cette liste, elle a beaucoup évolué hein, depuis la première liste de 2011. Alors, pour vous situer un tout petit peu comment on s'est mis à penser cette question de la criticité, c'est autour des années 2010 hein, qu'on a une véritable rupture dans l'appréciation qu'on peut avoir du manque ou pas de matières premières dans l'économie. Et tout part, j'allais dire, le point de départ de cette réflexion sur la criticité, c'est la question des terres rares en 2010, où la Chine avait réalisé un embargo sur les terres rares, notamment auprès des États-Unis et du Japon. Et après cet embargo, qui a suscité de vives réactions, et notamment qui a suscité une très très forte hausse des prix, on a commencé à élaborer des listes. Et donc la première liste de l'Union européenne, hein, c'est 2011, on a environ 14 matériaux. En 2014, on en a 17. En 2017, on en a 26, pardon. Et puis en 2020, on en a une trentaine. Le problème, c'est que quand on commence à établir des listes de matériaux et qu'on en fait rentrer de plus en plus, il y a un problème de hiérarchisation. Aux États-Unis, par exemple, il y a une cinquantaine de matériaux qui sont critiques, et parmi ces 50 matériaux critiques, on s'aperçoit que le critère principal, par exemple, pour les États-Unis, c'est pas forcément une étude très approfondie des caractéristiques de chacun des métaux, ça va plutôt être qui les produit, et notamment à chaque fois qu'un métal est produit sur la terre chinoise, les États-Unis considèrent que c'est critique. Et là, donc, on voit bien toute la rivalité sino-américaine sur ces questions. Alors nous, dans nos travaux de recherche, on a pris un peu la question de manière un tout petit peu différente. On s'est posé la question de comment on pourrait essayer de hiérarchiser ces questions de criticité des matériaux. Et ce qu'on a fait, c'est que on a élaboré des scénarios climatiques. Hein, on a des gros modèles pour faire ce genre de choses-là. Et comme vous le savez, et comme ça a été dit juste avant, hein, l'urgence climatique, elle impose la décarbonation des secteurs électriques ou du transport, et elle impose la substitution des technologies traditionnelles hein, par des technologies plus soutenables. Et comme ça a été dit avant, depuis une dizaine d'années maintenant, on a plus de 300 milliards d'investissements dans les énergies renouvelables variables. Et si vous rajoutez à ça l'ensemble des investissements qui sont réalisés dans le véhicule électrique, dans l'hydrogène, dans le CCS, on est autour de 755 milliards d'investissements qui sont faits dans les ENR. Alors ce qui est intéressant, et là 2020 a marqué un vrai point de rupture par rapport à cette question, c'est qu'on a des investissements dans les ENR, j'allais dire dans les technologies bas carbone plutôt, qui sont depuis 2020 supérieurs aux investissements dans l'amont pétrolier. Alors, ce qui peut aussi poser des questions, notamment sur les futurs prix du pétrole sur la décennie qui vient, et on commence d'ailleurs à le voir à l'heure actuelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces investissements qui sont réalisés dans les technologies bas carbone, ces dernières, elles ont des contenus matériaux, si vous les rapportez au mégawatt installé, qui est plus important que les technologies traditionnelles. Et donc, nous, dans nos scénarios, les matériaux qui sont les plus critiques, c'est-à-dire, là, je vais partir d'un point de vue un tout petit peu, au départ, je vais faire de la géologie. Lorsque vous regardez combien on va consommer des ressources en place à l'horizon 2050, on va être autour de, on pourrait, hein, bien évidemment, si on ne se prépare pas et si on ne met pas en place des actions, mais on parlera des actions un tout petit peu plus tard, mais on pourrait consommer jusqu'à 90% des ressources existantes en cuivre. On pourrait consommer 87% de la bauxite actuellement en place. On serait autour de 83% du cobalt, 60% du nickel, 30% du lithium. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que premier enseignement, la transition énergétique par rapport à la question des métaux, ce n'est pas uniquement une question de métaux technologiques ou stratégiques dont on parle tout le temps, c'est-à-dire le lithium, les terres rares ou le cobalt. Non, la transition énergétique, elle va faire porter à une pression très importante sur l'ensemble des métaux. Hein, et moi, j'aime à dire que le 21e siècle, ça sera un nouvel âge d'or pour les métaux. Ah. Et notamment, moi, j'alerte parce qu'en plus, je pense que là, j'ai un public qui utilise énormément de cuivre, et à mon sens, et à notre sens, dans nos travaux, le cuivre pourrait être le métal le plus contraint dans les décennies à venir, parce qu'il est consommé dans des nombreux secteurs, hein, que ce soit la construction, les infrastructures, les biens de consommation, et quelque part, la transition énergétique, elle rajoute une couche supplémentaire sur la demande de cuivre. À l'opposé, si vous prenez l'exemple des terres rares,
il n'y a pas de problème géologique. Des terres rares, il y en a beaucoup. Elles sont situées, les réserves sont situées, j'allais dire, de manière assez homogène dans de nombreux pays. Par contre, qu'est-ce qui va limiter la production de terres rares? C'est les problématiques environnementales, c'est la pollution des sols, c'est la gestion des déchets. Et puis, sur les terres rares, il y a un vrai problème géopolitique. Pourquoi? Parce que vous avez un pays qui, même si elle ne détient pas toutes les réserves, elle détient un pouvoir de marché, notamment dans le raffinage des terres rares. C'est-à-dire que vous prenez la Chine, elle produit 60% des terres rares, mais elle en raffine 90%. Donc, on a une problématique, notamment terres rares, aimants permanents, pour l'industrie. Ça veut dire quoi au final? Ça veut dire que, effectivement, les décennies qui viennent, elles vont être transformées et la géopolitique de l'énergie, qui était jusqu'à présent une seule logique de compétition entre des États et qui était plutôt fondée sur la captation de ressources carbonées, elle va s'additionner à une géopolitique des énergies renouvelables pour capter toutes les ressources naturelles. Et je finis, la Chine, elle a décidé depuis très longtemps qu'elle ne devait pas dépendre des États-Unis ou de toute autre partie du monde pour ses métaux et pour ses approvisionnements. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Ça fait 15 ans que la Chine, elle investit, elle fait des investissements directs étrangers, elle prend des participations dans de nombreux pays du globe qui sont très très riches en ressources. Ça peut être en Australie, ça peut être en Amérique latine, ça peut être en Afrique. En gros, tous les pays qui ont une production de cuivre, bauxite, nickel, cobalt, lithium sont investis par la Chine. Et pour les États-Unis et l'Europe, quelque part, plus ils rentrent dans la transition énergétique, plus ils sont dépendants de la Chine. Vous parlez donc d'une géopolitique de l'énergie. Dans quelle mesure est-ce que le conflit, donc l'invasion russe de l'Ukraine, a un impact sur cette criticité des métaux aujourd'hui? Alors, la guerre en Ukraine, elle a constitué un réveil très douloureux. Là, je parle bien évidemment que sur la question des matières premières, hein, mais elle a constitué un réveil très douloureux pour l'Union européenne, notamment concernant la dépendance gazière, mais pas que. Elle a aussi mis en évidence la dépendance européenne sur l'ensemble des métaux. Si je fais très très rapidement le film de la séquence ukrainienne, on avait déjà eu entre 2020 et 2021 une forte augmentation des prix des métaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, on avait eu en 2021 une très forte reprise économique mondiale qui avait donné notamment des augmentations de prix pour le cuivre de près de 50%, pour l'aluminium de près de 40%, pour le nickel de près de 30%. Pourquoi? Parce que tout simplement, on avait une forte reprise économique mondiale. On était autour de 6%. L'année d'avant, on était dans une récession de 3%. Et surtout, cette forte reprise économique mondiale, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a montré notamment les limites du système. Pourquoi? Parce que tout simplement, les marchés étaient très déséquilibrés. Et la pandémie, elle avait un petit peu désorganisé l'ensemble des chaînes d'approvisionnement mondiaux. On avait des déséquilibres, notamment dans le transport maritime. Et déjà, par nature, les marchés sont volatiles et cycliques, mais j'allais dire, cet accroissement de la demande en 2021 avait provoqué véritablement une hausse des cours. À cela, les investisseurs, ils anticipaient également une hausse assez marquée également des cours des matières premières, tout simplement parce que vous aviez un plan d'infrastructure assez important, notamment aux États-Unis, et puis surtout, ils anticipent déjà le monde d'après, c'est-à-dire le monde de ces énergies renouvelables dans lesquelles il faut investir et qui sont très très fortement consommateurs de métaux. Et donc, lorsque la guerre en Ukraine commence, elle impacte des marchés qui sont déjà très tendus, et c'est pour ça que vous avez eu des séquences, notamment sur les prix de l'aluminium ou sur les prix du nickel. Le nickel a quand même a arrêté d'être coté au London Metal Exchange, tellement les cours avaient rencontré une
une hausse manifeste. Et pourquoi? Tout simplement, on s'est aperçu notamment que la Russie, et dans une moindre mesure l'Ukraine, étaient d'importants producteurs de matériaux et de métaux, notamment qui sont assez stratégiques pour la transition énergétique. Lorsque vous regardez la Russie, c'est quand même 40, en haut, entre 35 et 40% de la production mondiale de palladium, c'est autour de 13% du titane, c'est aussi du platine, c'est du nickel, c'est de l'aluminium, c'est du cobalt, du cuivre. On ne se rend pas compte, mais la Russie, par exemple, c'est le deuxième producteur mondial de cobalt, avec 4,5%. Elle est deuxième producteur mondial de cobalt derrière la République démocratique du Congo, qui est à 70%. Et donc, même s'il n'y avait aucune sanction sur ces matières premières au niveau de la Commission européenne, ou enfin au niveau de l'Union européenne, on a eu ce réveil douloureux. Tout simplement, on s'est aperçu qu'on n'a pas qu'une dépendance gazière, on a aussi une dépendance métallifère à la Russie, et notamment tout le secteur de l'aéronautique s'en est aperçu avec l'envolée des prix du titane, et même on a aussi une dépendance avec l'Ukraine, notamment sur la production de gaz néon, qui rentre notamment dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs. Donc quelque part, la guerre en Ukraine, elle a fait ressurgir la question de la dépendance aux matières premières, et elle a montré notamment que les instabilités géopolitiques actuelles et les instabilités géopolitiques futures probables pouvaient constituer un étau assez important, notamment dans la dynamique de transition. Est-ce qu'il y a des solutions pour ça? Est-ce qu'il y a des politiques qu'on pourrait mettre en œuvre pour résoudre ou alors diminuer au moins ce problème de criticité? Alors oui, on a des politiques. On a des politiques, mais à mon sens, avant de parler des solutions, il faut quand même se rappeler qu'on est face à un objet. Moi, je dis toujours en conférence ou à mes étudiants, la transition énergétique, c'est quand même un objet théorique non identifié, un OTNI. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez de manière un tout petit peu historique, la transition énergétique que nous vivons, elle est plus précédente. Si vous regardez au 19e, on est passé du 19e, 20e. Le charbon est la première énergie primaire à partir de la fin on va dire de 1870. Le pétrole ne devient la première énergie primaire qu'à partir de 1950. Donc quelque part, on est encore, vous voyez, dans l'âge du pétrole. Donc elle est plus rapide que les précédentes. Deuxième caractéristique de cette transition, c'est une transition qui est politique. Elle est politique, pourquoi? Parce que on a un objectif derrière cette transition, c'est éradiquer le CO2, et donc on a des objectifs climatiques. Et puis, troisième caractéristique de cette transition, c'est une transition qui implique de nombreux métaux. Et ça n'a absolument pas été anticipé, et ni les États-Unis ni l'Europe n'ont une véritable perception de la menace chinoise, et notamment de la menace d'approvisionnement en métaux jusqu'à une date récente. Alors tous les pays disposent d'outils pour améliorer la gestion des approvisionnements. On peut avoir des politiques de diversification géographique des approvisionnements. On peut essayer de relocaliser les activités sur le territoire et de développer des ressources sur le territoire national. Alors, bien évidemment, lorsqu'on dit ça, tout de suite, on va vous parler des problématiques d'acceptabilité, mais notamment sur le territoire européen, on aurait tout intérêt à essayer de développer une forme de leadership un tout petit peu vert, en s'appuyant notamment sur ce qu'on appelle la mine durable. La mine durable, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de produire sur son propre territoire les métaux dont on a besoin, avec des techniques et des procédés qui sont moins gourmands en énergie, moins gourmands en eau, et qui favorisent, j'allais dire, une moindre production de déchets. On pourrait utiliser les stocks, c'est-à-dire essayer de reconstituer des stocks stratégiques. Mais alors là, encore une fois, lorsqu'on dit ça, la question qui vient tout de suite, c'est de savoir qui va payer pour ces stocks stratégiques, parce que bien évidemment, ça coûte cher.
quelle matière première stocker, qui paye, comment subventionner ces stocks, et puis surtout derrière la question des stocks stratégiques, vous avez la question de savoir, et elle est très pertinente, est-ce que les matériaux qu'on commencerait à stocker aujourd'hui, est-ce que ce seront ceux qui seront utilisés dans 20 ans ou 30 ans dans les technologies bas carbone? Et ça, c'est une des limites de l'appréhension de la transition énergétique, c'est qu'on ne sait absolument pas si dans 30 ans, on va utiliser les mêmes batteries, si on ne va pas avoir des technologies un tout petit peu plus rupturistes qui vont consommer les mêmes matériaux. Donc, vous voyez, la question des stocks, elle est un petit peu difficile. On peut aussi privilégier les investissements directs à l'étranger, c'est-à-dire faire une sorte de copie de la politique, notamment chinoise. Alors en Europe, on a notamment une alliance européenne des batteries, on a une alliance européenne des matières premières, et cette alliance européenne, elle devrait avoir comme vocation notamment d'aller faire de la diplomatie de matières premières, mais là, j'insiste bien, pour que cela marche, il ne faut pas y aller tout seul, c'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller de manière nationale. Il faut que ça soit au niveau de l'Union européenne que l'on réalise cette diplomatie des matières premières. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est comme sur la question gazière, hein, si on y va tout seul, on n'a pas de pouvoir de marché. Au niveau des pays de l'OCDE, on pourrait aussi imaginer créer une agence internationale des matières premières, hein. Regardez, dans l'énergie, on a l'Agence internationale de l'énergie. Bon, c'est une organisation plutôt OCDE, on a l'IRENA, on n'a absolument rien de global ou de régional sur les questions de matières premières. Donc pourquoi ne pas créer cette organisation internationale des matières premières, justement, qui pourrait permettre un meilleur dialogue et notamment un rapprochement entre besoins des consommateurs et besoins des producteurs. On a aussi l'option des politiques publiques. Alors bien évidemment, on peut développer le recyclage, mais une fois qu'on a dit qu'il faut développer le recyclage, il faut véritablement s'y mettre, c'est-à-dire essayer d'organiser les filières. Il faut savoir sur quel type d'objets bas carbone on va recycler. Est-ce que ce sont les batteries? Donc ça impose tout un ensemble de politiques et de régulations dont généralement on a des difficultés à appréhender. Je vous prends un exemple. À l'heure actuelle, vous avez énormément de standards de batterie. Si vous voulez véritablement qu'on ait une efficacité du recyclage, il faudrait arriver à un ou deux standards pour pouvoir maximiser la capacité de recyclage de ces éléments. Vous voyez, le problème, c'est que la standardisation, ça va un tout petit peu à l'encontre de la compétitivité économique. Après, on a des actions de politique publique, mais bien évidemment, il faut faire du recyclage, hein, mais on sait pertinemment que ça ne va pas, c'est pas ça qui va pouvoir permettre de rencontrer la demande future que nous allons avoir. Il faut favoriser la mobilité soutenable. Quand je dis mobilité soutenable, si vous voulez, si on est là pour passer d'un monde où on est tout seul dans sa voiture thermique à un monde où on est tout seul dans sa voiture électrique, on n'y arrivera pas, hein, d'un point de vue de l'extraction des matériaux. Donc ça veut dire quoi? Il faut favoriser tout ce qui peut optimiser, tout ce qui peut remplir des véhicules et tout ce qui peut permettre de s'en passer, hein, c'est-à-dire la mobilité douce, l'optimisation des transports publics, la réorganisation des lieux de travail et de consommation. C'est-à-dire c'est tout un ensemble très complexe qu'il faut aborder lorsqu'on parle des politiques publiques. Il faut bien évidemment favoriser la sobriété, hein, de manière collective, hein, éviter le surdimensionnement des équipements, essayer de mutualiser les achats d'équipements. Et puis, comme je le dis toujours, il faut former. Il faut former l'ensemble des hommes à la problématique des matériaux. Hein, j'aime à le dire, mais savez-vous que tous les jours, et par tête, au niveau mondial, on consomme 33 kilos de matériaux, et quand je dis matériaux, les matériaux métalliques, non métalliques, la biomasse ou de l'énergie, c'est 33 kilos par jour et par personne. On va passer à 45 kilos par jour et par personne en 2060. Si on veut vraiment vivre dans un monde durable et soutenable, la sobriété, elle doit nous inviter à limiter nos consommations. Et si on ne veut pas faire œuvre de sobriété, il faut aller développer ce concept de mine durable,
hein, et notamment d'un point de vue européen, vu qu'on en discute énormément aujourd'hui, il faut faire rentrer le concept de mine durable dans la taxonomie européenne des industries vertes. Tout simplement pour faire comprendre au monde que l'enjeu, et je me répète, ce sont les métaux et que le 21e siècle, c'est un siècle de de métaux et peut-être un nouvel âge d'or justement pour ceux qui les produisent. Et donc, pour éviter que les métaux soient un point bloquant de la transition énergétique, il faut véritablement comprendre et gérer ce risque pour les 30 prochaines années. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous parler de la criticité et du fait qu'une approche globale et de la sobriété est vraiment nécessaire. Emmanuel H, directeur de recherche à l'IFP Énergie Nouvelle, qui nous a rejoint dès Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous.